Bonjour, cette semaine à Infotémis, le marché de Noël de Lorrainville attire les foules. Opération Nez Rouge recrute en prévision du temps des fêtes. Un chèque de 600 $ du gouvernement du Québec est en route et 2 nouvelles chaires de recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont été inaugurées. En terminant, nous allons rediffuser l'entrevue avec Michel Roy des Pirates de Ville-Marie. Bonne émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin de nouvelles d'Infotémis du 22 novembre 2022. Mon nom est Guillaume Internocia, coordonnateur à TV Témis. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette édition d'Infotémis. Comme vous le savez, je suis nouveau dans la région et je vous remercie de votre accueil chaleureux. Plus je découvre la région et TV Témis et ses artisans, plus je me sens bien et enthousiaste de vous offrir, chers Témiscamiens et Témiscamiennes, le meilleur service possible afin de vous informer de l'actualité régionale. Cette fin de semaine dernière a eu lieu le tant attendu marché de Noël de Lorrainville. L'événement a eu lieu au Centre Richelieu de 10h à 16h le samedi 19 et le dimanche 20 novembre. Le marché qui attirait les petits comme les grands fut une bonne occasion d'acheter ses cadeaux des fêtes tout en encourageant les produits locaux des différents exposants. À ce marché très varié, il était possible de découvrir des produits de tricot, couture, artisanat, joaillerie, ainsi que des mets préparés pour satisfaire tous les goûts. La boutique éphémère du marché de Noël est à chaque année un événement très apprécié des Témiscamiens et Témiscamiennes et permet de rentrer officiellement dans l'ambiance des fêtes. Pour cette année, la programmation comprenait en plus des exposants, un service d'animation, un food truck, des activités extérieures ainsi qu'évidemment le Père Noël. TV Témis tient à souhaiter à tout son auditoire un excellent temps des fêtes. L'Opération Nez Rouge recrute. Alors que les inscriptions pour devenir bénévoles battent leur plein, l'Opération Nez Rouge lance à nouveau un appel à la population l'invitant à contribuer au succès de sa 39e campagne de raccompagnement. Du 25 novembre au 31 décembre, une cinquantaine de centrales seront opérationnelles partout au Québec et des milliers de bénévoles sont nécessaires pour assurer leur raccompagnement du temps des fêtes. Mathieu Dufour, fier porte-parole de la campagne 2022, le dit haut et fort. Une fois qu'on goûte à l'expérience Nez Rouge, on ne peut plus s'en passer. Ainsi, il lance le défi à la population de devenir découvrir ou de redécouvrir l'aspect festif et l'esprit de famille si singulier des soirées de bénévolat de l'Opération Nez Rouge. En plus de contribuer à la sécurité routière, les bénévoles aident directement leur communauté puisque l'ensemble des dons amassés servent à soutenir des organismes locaux liés à la jeunesse et au sport amateur. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant en se rendant au www.opérationnezrouge.com. Pour inciter la population à s'enregistrer avant le début de la campagne de raccompagnement, l'équipe d'Atypique va offrir aux bénévoles s'inscrivant avant le 25 novembre la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 650 $, incluant une paire de billets VIP pour assister à un match des Alouettes de Montréal. 2 passes après match, une carte Visa prépayée ainsi que des produits atypiques. Les détails et règlements du concours sont disponibles au www.opérationnezrouge.com. Qui plus est, 25 000 canettes de leurs cocktails sans alcool seront distribuées gratuitement dans les différentes centrales opérationnelles pour permettre à l'ensemble des bénévoles de se désaltérer et de découvrir leurs délicieux produits pendant les soirées de raccompagnement. L'Opération Nez Rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Soutenu par ses 2 partenaires principaux, la Société de l'assurance automobile du Québec et Desjardins, l'organisme offre un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, en plus de coordonner différentes activités de sensibilisation tout au long de l'année. Le gouvernement agit pour aider les Québécois à faire face à un taux d'inflation plus élevé que prévu en leur versant un nouveau montant ponctuel pouvant atteindre 600 $. L'aide sera versée d'ici la fin de l'année 2022
à près de 6,5 millions de contribuables. Cette mesure représente une aide totalisant plus de 3,5 milliards de dollars pour 2022 et 2023. Ce nouveau montant ponctuel non imposable sera modulé selon le revenu de l'année 2021 et Revenu Québec le versera automatiquement par dépôt direct ou par chèque à ceux qui auront transmis leur déclaration de revenus de 2021. Les contribuables admissibles n'ont donc aucune démarche à faire pour l'obtenir. Plus précisément, près de 4,6 millions de particuliers dont le revenu individuel ne dépasse pas 50 000 profiteront du montant maximal, c'est-à-dire 600 $. Le montant de 600 $ diminuera graduellement pour les revenus supérieurs à 50 000 $ pour s'établir à 400 $ à partir d'un revenu de 54 000 $. Plus de 1,5 million de particuliers dont le revenu se situe entre 54 000 et 100 000 $ auront droit à un montant de 400 $. Ce montant de 400 $ diminuera graduellement après 100 000 $ pour s'établir à 0 $ à un revenu de 104 000 $ ou plus. Les contribuables qui n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus pour 2021 auront jusqu'au 30 juin 2023 pour le faire et ainsi profiter de cette nouvelle mesure. Ils pourraient également avoir droit au premier montant ponctuel de 500 $ annoncé en mars dernier. De plus, Revenu Québec versera l'aide avant la fin de l'année aux prestataires de l'aide financière de dernier recours qui n'ont pas produit de déclaration de revenus en 2021. Enfin, soulignons qu'aucune compensation fiscale ne sera faite, ce qui permettra aux personnes ayant une dette gouvernementale de profiter de la totalité de leur montant. Aujourd'hui, nous posons un autre geste significatif et ciblé pour aider les Québécois à traverser la période des turbulences qui frappent toutes les économies du monde. Avec ce nouveau montant ponctuel, les Québécois pourront mieux faire face à la hausse de l'inflation sur leurs propriétés et leurs besoins, citant le gouvernement du Québec. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, obtient 2 nouvelles chaires de recherche du Canada. En effet, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la création de ces chaires dont les titulaires sont Carmen Miaela Nekulita, professeure à l'Institut de recherche et en mines et en environnement, l'IRME, et Fabio Genaretti, professeur à l'Institut de recherche sur les forêts, IRF. Le développement durable et la gestion responsable seront au cœur des travaux réalisés par ces deux titulaires de renommée internationale et leur équipe de recherche respective. La chaire de recherche du Canada sur le traitement et la gestion des eaux minières, c'est le niveau 1. Dans le cadre de cette chaire, la professeure Carmen Miaela Nekulita poursuivra pour une période de 7 ans le développement de son expertise sur le traitement des eaux de mine. Les résultats des travaux de cette chaire visent à améliorer la conception et l'efficacité à long terme des systèmes de traitement des eaux minières contaminées en provenance des procédés de séparation du minerai et de drainage minier, ainsi que leur gestion durable. Un montant total de 1,4 million de dollars est octroyé pour les travaux de la chaire, auxquels s'ajoutent 310 000 $ pour l'acquisition de nouveaux équipements. La chaire de recherche du Canada en dendroécologie et en dendroclimatologie, c'est-à-dire le niveau 2, dirigée par le professeur Fabio Genaretti, cette chaire vise à bonifier les connaissances sur la variabilité climatique dans la région boréale afin de prévoir les impacts sur la végétation et adapter les pratiques des acteurs et actrices dans le domaine forestier. Les travaux de la chaire, échelonnés sur 5 ans, permettront d'améliorer la compréhension des projections climatiques et des réponses des forêts pour la région boréale canadienne. Un montant total de 600 000 $ est accordé pour les travaux de cette chaire, auxquels s'ajoutent 170 000 $ pour l'acquisition de nouveaux équipements. Ces deux chaires représentent une excellente nouvelle pour le développement de la recherche à l'UQAT, comptant désormais 7 chaires de recherche du Canada. Rappelons que les chaires de niveau 1 sont octroyées à des chercheuses et chercheurs exceptionnels reconnus pour leur pairs comme des chefs de file mondiaux dans leur domaine, et que les chaires de niveau 2 sont allouées à des chercheuses et chercheurs émergents exceptionnels considérés par leurs pairs comme étant susceptibles de devenir des chefs de file dans leur domaine. Les chaires de la professeure Nekulita et du professeur Genaretti contribueront ainsi à renforcer les collaborations internationales et permettront également d'attirer et de former du personnel hautement qualifié. Le programme des chaires de recherche du Canada est au cœur d'une stratégie nationale visant à faire du Canada l'un des meilleurs pays en matière de recherche et de développement. Il est subventionné conjointement par le Conseil de recherche en sciences humaines,
le CRSH. La semaine dernière, nous avons reçu dans nos studios M. Michel Roy, président et copropriétaire très impliqué depuis le début dans les Pirates de Ville-Marie. J'ai moi-même eu l'occasion d'aller au match des Pirates vendredi dernier contre le Shield de South Muskoka. Les Pirates ont ravi la victoire avec un pointage de 10-3 devant un public enjoué de leur performance. C'est une saison historique pour les Pirates qui sont en ce moment au sommet de la division Nord de la Ligue GMHL. M. Michel Roy va nous dresser un portrait des Pirates du début jusqu'à nos jours. Écoutons-le dans cette entrevue. Donc, bienvenue à TV Témis, M. Michel Roy. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs? Oui, bonjour. Mon nom est Michel Roy. Je suis président et propriétaire des Pirates de Ville-Marie avec Françoise Étier, qui n'est pas ici présentement. Et peux-tu me parler un peu de l'historique des Pirates dans la région? L'historique, ça a commencé en 2016. J'étais alors conseiller municipal à la ville de Ville-Marie. Et puis, quelqu'un est arrivé avec un projet de partir une équipe junior à Ville-Marie. Dans le temps, je vous dirais qu'on était un peu débordé à la ville. Donc, personne n'avait l'air d'avoir d'intérêt pour ce projet-là. Mais on connaissait une grosse baisse au niveau de notre aréna. L'achalandage, l'aréna était assez tranquille. Donc, je me suis proposé, je dis, je vais faire un suivi sur ce projet-là. Je vais travailler avec le promoteur, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est réalisable, on n'a rien à perdre, en fin de compte, en tant que ville, à être partenaire là-dedans. Donc, je suis parti avec le promoteur, qui était un promoteur de l'extérieur, et puis on a monté le projet. Moi, mon but n'était pas d'être dans le club parce que, premièrement, je n'avais aucun intérêt pour le hockey. Je regardais ça de temps en temps à la télé, mais moi, mes filles, c'était des patineuses artistiques, donc puis je ne sais pas patiner. Tu sais. Donc, mais il manquait de financement. Donc, puis vu que le promoteur était de l'extérieur, c'était dur de lever du financement. Donc, j'ai parti du club, j'étais le premier actionnaire. Et puis, j'ai été chercher d'autres actionnaires. On a monté une structure. On a eu 7 personnes de Ville-Marie, 6 au départ. On avait vraiment de la misère à lever le financement parce qu'on avait un peu un fantôme en arrière de nous, là, qui était les Dragons de Ville-Marie, qui avaient échoué. Qui est un ancien club junioraire que je n'ai pas vraiment connu et puis qui avait échoué. C'est que tout le monde avait peur que ce soit les Dragons numéro 2. Donc, on avait ce fantôme-là un peu. Donc, mais je dis, garde, on va y aller. Et puis, il nous manquait un actionnaire, donc j'étais tellement tanné qu'on a été chercher ma conjointe qui n'était pas au courant de rien, qui a embarqué comme 7e actionnaire. Et puis, on a parti le club. Parfait. Donc, on salue Françoise Étier à la maison. Salut Françoise, qui pensait que c'était dans le temps, elle pensait que c'était du hockey bantam ou pee-wee. Oui. Elle a été très étonnée quand elle a vu le premier match des Titans avec des grands Suédois de 21 ans, blonds et de 6 pieds 2. Oui, elle était surprise, agréablement surprise. Et ce serait quoi qui aurait fait la réussite des Pirates où les Dragons n'ont pas réussi? L'implication locale. Les Dragons, je n'ai pas connu vraiment ce club-là, mais les propriétaires venaient de l'extérieur. Ils n'étaient pas présents sur place. Ils ne connaissaient pas les gens. Donc, tandis que là, ceux qui étaient là, les 7 personnes qui étaient là au départ, écoute, ils ont été vraiment super, ont amené des gens avec eux. On a monté le projet, on a travaillé, on a fait une grosse structure. Puis c'est ça qui a fait le succès, le bénévolat, les commanditaires et... ouais. Donc, les gens se sont appropriés, la population s'est approprié le projet. Oui, exactement. Ça a été dur, comme je vous dis, parce que il y avait beaucoup de sceptiques. Puis c'était une petite jouissance de voir les sceptiques venir au match puis voir que ça marchait. Donc, certains faisaient leur meilleur culpa. C'était bien. Mais les gens ont tout le temps été respectueux, comme sont Témis en général. Mais certains avaient des doutes. Ça fait qu'il a fallu faire nos preuves. OK. J'imagine que d'avoir gagné la Coupe après 2 ans, ça l'a aidé pour faire ses preuves. Oui, parce que les gens nous voyaient dernier dans le classement. Ça aurait été ça qui aurait été naturel d'être une équipe qui commence dans une ligne, normalement, est dernier, avant-dernier. Surtout qu'on était composé majoritairement de joueurs locaux, quand je dis locaux, Abitibi-Témiscamingue. Donc, les gens n'avaient pas vraiment confiance, mais ils nous disaient, bien, c'est pas grave, les gars, vous allez finir dans le cave du classement, mais on a une équipe, on va compétitionner, on va être travaillant. Donc, oui, ça a été une grosse surprise. Surtout qu'il n'y avait pas, dans le temps, beaucoup de Québécois dans cette ligue-là, qui est une ligue de l'Ontario. OK. Oui. Et pourquoi vous êtes inscrit dans cette ligue-là de l'Ontario? Comment ça fonctionne? C'est la ligue
The Great Metro Hockey League, GMHL, c'est ça. Dans le temps, on a fait nos devoirs. On a analysé, on avait deux choix de ligue, la GMHL et puis la NOGHL, qui est une ligue fédérée. OK. On a regardé le marché dans lequel on évolue, et puis on a regardé les avantages et désavantages, le côté financier. Et la NO avait un avantage, c'est une ligue fédérée, mais on avait moins de joueurs de 21 ans. OK. Il n'y avait pas de joueurs de 21 ans, c'est-à-dire on était limité dans les joueurs de 20 ans. Et puis, il n'y avait pratiquement pas de joueurs, je pense qu'il y avait droit à 4 joueurs qui n'étaient pas canadiens. Okay, Nous, au départ, on croyait que, comme dans les autres équipes, on aurait beaucoup de joueurs européens. On devrait aller chercher des joueurs européens, ontariens et américains. Donc, puis les frais de ligue étaient beaucoup plus dispendieux. Okay. Donc, selon nos prévisions, on était mieux dans le GMHL. Ah, parfait. Et j'ai vu qu'il y avait des joueurs de d'autres endroits. Comment ça fonctionne pour les héberger, ces gens-là? Plusieurs sont en famille d'accueil, donc payent une pension et demeurent et travaillent et vivent au Témiscamingue. D'autres sont comme nos jeunes, vont au cégep, université. On a beaucoup de joueurs qui travaillent, tu sais, parce qu'on va jusqu'à 21 ans. Ouais. Donc, on a beaucoup de joueurs qui travaillent, qui sont en appartement ou chez leurs parents. OK. Donc, mais les joueurs de l'extérieur restent tous en famille, en pension, dépendant de l'âge aussi, là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'imagine ça crée, ça aussi, ça contribue au sentiment d'appartenance que les joueurs vivent dans des familles. Les familles se sentent plus proches de l'équipe. Oui, puis les gens s'identifient rapidement. C'est quand il arrive un jeune de 18, 19, 20 ans, identifié avec le logo, les gens posent des questions, jasent avec. Puis, tu sais, nos derniers travaillent chez Pneus GBM présentement. Donc, les gens les côtoient. On essaie de les impliquer aussi. C'est un petit peu plus difficile avec l'école, le travail, etc. Mais, puis là, avec la pandémie aussi, écoute, on ne pouvait pas s'impliquer tant que ça, mais on essaie de s'impliquer. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez parler, qui serait important de discuter pour le futur de la saison qui s'en vient? Bien, présentement, notre équipe est bien montée. Nous, une des forces qu'on a, c'est que nos joueurs suivent l'équipe. Il y en a qui ça fait 2, 3, 4 ans. Okay. À chaque année, notre taux de retour est extrêmement haut comparativement à d'autres équipes parce que c'est des gars de l'Abitibi, du Témiscamingue. Donc, écoute, eux, ils vont... Puis j'analysais ça. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui ont déjà joué, que notre entraîneur, Marc-André, a déjà coaché dans le midget. Donc, il les suit depuis 4, 5, 6 ans. Ah, OK, donc il connaît bien. Il les connaît très bien. Donc, c'est un avantage qu'on a. Puis, je vous dirais qu'à talent égal, on va toujours privilégier les petits gars de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Ouais. Et ce serait quoi? Moi, j'ai entendu parler qu'il y avait une rivalité avec les Titans de Témiscamingue. Ouais. Ça s'appelle la rivalité de la 101, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a eu la bataille de la 101, la guerre de la 101. C'est pas nous qui avons sorti ces noms-là, mais oui, il y a une très, très, très grosse rivalité entre les deux clubs. Sur la glace et même un petit peu hors glace, là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas... l'amour fraternel, c'est pas entre nous deux présentement. Puis ça l'a jamais été. C'est une bonne compétition. Ça donne un bon spectacle. J'imagine que cette rivalité-là contribue aussi au nombre de spectateurs qui viennent au match. Bien, hier, on avait un match justement à Témiscamingue, et puis c'est le fun de voir les partisans des Titans, des Pirates se lever quand on compte un but. Puis de l'autre côté aussi, quand on est à domicile, de voir les Titans qui sont là, les partisans. Oui, c'est le fun, là, c'est bien. C'est bien. Oui. Et j'ai vu les Pirates sont numéro 1 dans la Ligue. Oui. Devant l'autre équipe, les Rattlers de Bradford. Oui, c'est ça. Et ce serait quoi les stratégies pour continuer dans cette lancée? Je vous dirais que nous, notre adversaire présentement, c'est vraiment les Rattlers. Mais les Rattlers, je vous dirais qu'il y a une grosse compétition à chaque année entre les Titans, les Rattlers et les Pirates. On a toujours ces trois équipes-là, ont toujours beaucoup de compétition. Tu sais, quand on parle de la guerre de 101, il y a aussi la guerre avec Bradford aussi, parce qu'il y a beaucoup de rivalités. C'est vraiment des équipes compétitives. Mais dans le Nord, on est chanceux dans la division, parce que nous, on évolue dans la division Nord. La qualité du spectacle est bonne. La division Nord est beaucoup plus forte, en tout cas depuis 4-5 ans, à comparer de la division Sud ou de la division Ouest. Okay. Donc, c'est la Coupe Russell, des dernières années, c'était des équipes de la division Nord. Donc, vous êtes les premiers des plus forts. Je pourrais dire ça comme ça. Présentement, on n'a pas rencontré la division Sud, mais je pense que oui. Présentement, là, je ne veux pas qu'on se lance des fleurs, mais je pense que oui, la division Nord est tout le temps beaucoup plus forte. Le travail a payé. Bien, puis on le voit aussi quand on fait des échanges, on va chercher des jeunes de la division Sud.
On voit la différence de calibre là, quand ils arrivent chez nous. Là, où eux-mêmes nous le disent, écoute, on a été chercher justement un jeune là, qui était avec les Bulls, et puis ils voient la différence de calibre entre la division Nord et la division Sud. Là. OK. Il y a une différence. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui ont été rencontrés pour arriver à ce moment-là dans l'histoire des Pirates? Il y avait des défis au début de la création, les gens ne croyaient pas tous. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui ont été rencontrés, des défis peut-être pour trouver des subventions, des bénévoles, des employés? Oui, il y a eu énormément de défis. Le recrutement est un défi. D'emmener des jeunes à Ville-Marie est un défi. Tu sais, parce que nous, on se trouve être l'équipe la plus au nord. Donc, quand on va jouer, par exemple, à Bradford ou à Meaford, on est à 5-6 heures d'autobus. Notre défi majeur, c'est au niveau du transport des autobus. Parce que nous, les jeunes se promènent en autobus nolisé. Donc, sur notre budget, notre poste de dépense le plus important et de loin, c'est vraiment le transport. Les transports, les hôtels. Comme là, on a le mois prochain, dans environ un mois, il faut aller jouer à Niagara Falls. Donc, 2 jours avec 25-30 personnes sur la route, à 7-8 heures de route, les hôtels, les repas. Puis ceux qui ont des jeunes adultes, des jeunes ados, savent comment des jeunes mangent. Donc, on a à nourrir des jeunes qui jouent un match de hockey, donc ils mangent avant, puis après, puis pas pendant, mais pas loin. Donc, le transport sur la route, puis emmener ces jeunes-là avec tout le staff, c'est un bon défi. Bon, on a des super commanditaires. C'est la prochaine question, en fait. OK, excuse-moi, je t'ai devancé. Je te dirais que le club vit au Témiscamingue, à Ville-Marie, principalement à cause des commanditaires. OK. Parce qu'on travaille fort pour avoir des super commanditaires. Cette année, notre commanditaire majeur est CFR, qui est là depuis 2 ans, mais cette année, c'est CFR. On a aussi des gens comme Phil de Maison Champoux, on a comme Desjardins qui sont là depuis des années. À part toutes les autres que je nommerai pas, mais écoute, tout le monde met l'épaule à la roue. Même le plus petit va essayer de nous donner un échange de services. Écoute, les gens sont extrêmement généreux. Puis comme tu me mentionnais tantôt, le bénévolat, écoute, nous, on n'a pas de permanence, hein? C'est toutes des bénévoles, ou soit certaines personnes à contrat, mais c'est toutes des bénévoles, donc... Puis ça prend beaucoup de monde qui gravite. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à être bénévoles, juste les contacter. Contacter Françoise. Ouais. C'est quoi les tâches qu'ils font, les bénévoles, en fait? Écoute, on a des gens à l'entrée. Si j'essaie de me faire une image dans ma tête, on a des gens à l'entrée, on a la vente de billets, on a des gens au bar, on a des gens pour le tirage, on a les gens qui filment, l'audio de tout ça. On a un technicien qui est Michel Sabourin qui nous donne un coup de main bénévolement. On a tout le coaching staff qui sont, ça part de Vicky Caron qui est héros, avec Jean-François qui est héros. Tous les soigneurs. Écoute, il y a du monde un petit peu partout. Puis, tu sais, on a des gens, ça prend des gens qui s'occupent du lavage, du ménage de la chambre. C'est toute une équipe. S'occuper des repas sur la route, de la gestion des autobus, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est qu'on a des super bénévoles. J'espère de ne pas nous oublier. Ah bon, bien, on les remercie. Oui. Franchement, et pour les joueurs, comment ça fonctionne, le recrutement des joueurs? Est-ce que vous allez vers les joueurs pour les trouver, en fait? Oui, je vous dirais qu'on n'a pas de pause dans une année. En tout cas, Marc-André, notre entraîneur, Marc-André Caron, puis son équipe hockey, on n'a pas de pause du tout. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, vous êtes bien, vous avez 2-3 mois de pause. Non, il n'y a pas. À partir du moment qu'on est éliminé, on est déjà sur les visionnements. Marc-André se déplace un peu partout. On fait du recrutement en Europe par visio. Il y a des camps qui existent, surtout avec le COVID, ça s'est développé. Donc, Marc-André suit des matchs, des genres de showcase en visio. On a des gens dans le bas du fleuve. On a des gens un peu partout qui sont là pour le recrutement qui nous spotent des joueurs. Puis on a beaucoup d'anciens joueurs qui jouent encore au hockey, que ce soit senior, tout ça, qui regardent les jeunes aller et tout ça. Donc, c'est une question de réseau de contact. Et puis de se déplacer. On a un camp, je pense, cette année, c'était dans le coin de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, donc, Marc-André n'arrête jamais. Okay. Les joueurs de l'Abitibi, il les connaît par cœur. Écoute, il est su depuis qu'il est midget, donc il n'y a pas un joueur qui passe sous la loupe. Là. C'est quoi les opportunités pour ces joueurs-là après leur passage aux Pirates? C'est un choix qu'ils font. Il y en a qui vont aller jouer, comme je disais, senior. On en a qui vont en Europe. On a plusieurs qui ont été en Europe. On en a encore qui sont là-bas. Collégial. Les jeunes décident. Nous, les jeunes, sont déjà aux études. Okay. Donc, souvent, puis tu sais, rendu à 20-21 ans,
À moins qu'ils fassent le choix d'aller en Europe, comme on a eu plusieurs qui ont fait. Mais sinon, ils vont décider de se consacrer à leurs études puis de faire leur carrière, là. Parce qu'on ne se cachera pas que quand tu joues junior A à 20 ans, tu ne te rendras pas dans la Ligue nationale. Tu devrais déjà y être ou pas loin, là. Donc, les jeunes, souvent, mais ça dépend de leur choix. Mais il y a des portes ouvertes, là. Selon toi, c'est quoi l'importance de l'activité physique? C'est super important. On voit la différence entre les jeunes qui sont bien préparés, qui font du hors-glace. Tu le vois, surtout en début de saison, on le voit tout de suite. Puis on le voit parfois en troisième période, les jeunes qui sont moins entraînés, tout ça, c'est que oui, c'est extrêmement important. Puis le fait aussi de se rétablir des blessures quand tu es en forme, puis que tu gardes la forme, tout ça, l'alimentation, c'est prioritaire. Parfait. Et j'ai une autre question. Il y a un film qui a été tourné par un de nos employés, Sylvain Marcotte, Oui. sur dans le fond, votre victoire après 2 ans pour la coupe qui s'appelait la Coupe Russell. Oui. Et je me demandais, ça a été comment cette expérience-là? J'ai vu qu'il y avait eu des tournages aussi qui sont allés au cinéma, à la présentation. Nous, je vous dirais que de l'intérieur, moi, j'ai rien vu. Je vais t'expliquer pourquoi. On était tellement dans l'action. Sylvain était là avec sa caméra. Il y avait M. Champoux qui suivait. On avait, je me souviens plus qui était avec eux, le Francis Prudhomme dans le temps. Donc, nous, de l'intérieur, on n'a rien vu. On était focusés en série, tout ça. Sylvain filmait. Sylvain est venu avec nous dans Saint George, là, entre Toronto et Niagara Falls. Donc, on n'a rien vu. On était dans l'engouement. On sentait l'engouement, par exemple. Tu sais, quand le match était diffusé ou quand il est arrivé une petite avarie qui s'est plantée, écoute, on entendait parler, là, Mais donc, on n'a pas vu grand-chose. On l'a vu quand on a vu le film après. OK. Donc, mais nous, on l'a pas vécu de l'intérieur. On était trop débordés. Ça n'a pas trop dérangé, le tour. Du tout. Puis, écoute, les jeunes sont habitués, ils connaissent, ils le côtoient, Sylvain, puis, tu sais, là, c'est que... Autant que les gars connaissent très bien les employés de l'Arena. Écoute, sont toujours là, donc sont habitués, là. Est-ce qu'il y a une petite anecdote par rapport aux Pirates que le public aimerait connaître? Bien, il y en a plein. Il y en a plusieurs on ne peut pas raconter à l'écran, qu'une gang de jeunes de 18 à 21 ans. Mais c'est extrêmement positif parce qu'on avait attendu beaucoup d'histoires d'horreur au début. OK. D'avoir 20-25 jeunes qui sont au Témiscamingue, puis écoute, qui sont, premièrement, c'est des petites vedettes. Et ces jeunes-là ont tous joué élite. C'est tout, Donc, on s'attendait à avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'appels de nuit, de la police, etc. Puis, on n'a pas vécu ça beaucoup. C'est sûr qu'on reçoit beaucoup de messages. Moi, tu sais, je connais beaucoup de monde au Témiscamingue et en Abitibi. Je viens de l'Abitibi. Donc, oui, je reçois des messages. Bon, mais Michel, ça, c'est-tu ton joueur? Ouais, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, de moins en moins, parce que nos joueurs ont changé. Mais, tu sais, ouais, bien, OK, c'est mineur comme tous jeunes adultes, là, mais non, c'est positif. C'est positif. Puis c'est positif pour le Témiscamingue. Les jeunes sont vraiment respectueux et vraiment... C'est sûr qu'ils sont sensibilisés. Puis dans notre coaching staff... on a des Jean Martineau qui a travaillé toute sa vie dans une polyvalente. On a des Marc-André Caron, notre coach, qui est un professeur d'école. OK. Et Anthony, qui doit être éducateur spécialisé ou intervenant. Donc, on a des gens qui sont habitués de dealer avec des jeunes. Ils sont bien encadrés, les jeunes. Oh, ils sont très, très bien encadrés. Puis c'est assez serré, là. Donc, ouais. Puis j'imagine aussi la fierté d'appartenir à une équipe gagnante, ça leur permet aussi de se concentrer sur leur sport. Oui, les jeunes sont, comme je vous disais, ils ont une belle maturité. Je trouve ça bien. C'est le fun. Je pense que c'est des beaux modèles. On est content. Ils travaillent aussi de sensibiliser les jeunes, de dire hey, regarde, là, vous êtes pas des modèles, mais quand un jeune vient vous voir, vous êtes comme des vedettes. Donc, soyez respectueux, faites attention. Sur la glace et hors glace. Vous avez un mandat hors glace aussi, là. Ouais. Tu sais, là, écoute, soyez respectueux, là. C'est l'image de l'équipe. Oui, exactement. Est-ce que tu as un message pour ces joueurs-là pour la saison qui s'en vient? Bien, de continuer à travailler fort comme ça puis de s'impliquer parce que c'est extrêmement difficile de dire hey, écoute, on part de. Parce que nous, les gens, comme je te disais, les jeunes sont aux études, travaillent dans les mines, travaillent beaucoup en foresterie. C'est beaucoup de sacrifices pour eux, leur famille, de dire hey, quand moi je pars de Rouen, d'Amos, de Lassar, de Val-d'Or, puis je m'en vais jouer à 5 heures de Ville-Marie, c'est beaucoup de sacrifices.
Mais le message que j'ai, moi, c'est de vraiment remercier les commanditaires, les bénévoles, puis les partisans qui sont là depuis le début, là. Comme je disais, personne n'est pratiquement rémunéré, tout le monde est bénévole là-dedans. Donc, puis nous, on est vraiment passionnés par le hockey. On fait ça pour le hockey. Ça, c'est la priorité avant tout. Donc, je veux juste remercier ces gens-là, franchement. Un message spécifique pour les commanditaires? Bien, écoute, une chance qu'ils sont derrière nous parce que, tu sais, beaucoup de restaurants ont planté avec le COVID. Nous, ça a été une année... on avait le choix de dire, OK, regarde, pour l'année passée, soit qu'on ferme les portes, on prend une année de pause, puis on fait rien, mais on se disait, c'est impossible de recommencer une équipe junior à zéro, bien, pratiquement à zéro, puis de recommencer, puis de remettre tout en place. On a fait le choix à la place de dire, on va jouer un petit peu en Abitibi-Témiscamingue, on va essayer de survivre. Ça a été une année financière désastreuse, comme beaucoup de gens, les restaurants, tout ça. Mais cette année, les commanditaires étaient là. C'est moi qui m'étais occupé des commandites cette année. Et puis, j'ai été vraiment étonné de voir que les commanditaires étaient derrière nous. Puis on avait peur aussi, on dit, on recommence. Est-ce que les gens, c'est difficile de s'identifier à des joueurs quand on a vécu une année qu'on n'avait pas le droit d'avoir plus que 250 personnes à domicile? Est-ce qu'ils vont s'identifier aux joueurs? Puis, écoute, les gens reviennent à l'aréna. Puis cette année, il y a beaucoup de jeunes. Okay. Beaucoup de jeunes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène-là, mais on a beaucoup de jeunes qui viennent au match. Ben oui, c'est de la relève. Plus tard. Oui, c'est de la relève. Donc, on est vraiment content d'avoir les jeunes qui reviennent et les partisans qui sont toujours là. Il y a combien de personnes qui vont voir les matchs environ? En général, ça peut jouer entre 300 et 800. Oui. On a une super bonne base de billets de saison qui est vendue, écoute, année après année. Puis on essaie de respecter les budgets des gens qui payent aussi des partisans pour mettre ça le plus bas possible. Mais à chaque année, écoute, on a toujours 100, 150, 170 personnes qui achètent leurs billets de saison, puis les compagnies qui embarquent. Puis, donc, on réussit à faire vivre le club. Là. Est-ce qu'il y a une différence quand l'équipe va dans d'autres arénas, dans d'autres municipalités, le nombre d'affluence de spectateurs? Bien, plus que tu es au nord, plus que tu as de monde. Okay. Exemple, Témiscamingue, Ville-Marie, Almagouine et West Nipissing, il y a quand même une très bonne affluence. Okay. Plus qu'on descend au sud, souvent moins qu'il y a de monde, il y a moins d'engouement. Mais il faut dire que nous, on fait vraiment attention à avoir des joueurs locaux. Tandis qu'il n'y a pas de quota dans cette ligue-là pour le nombre de joueurs européens. Donc, tu vas pogner des équipes comme West Nipissing, pas West Nipissing, New Tecumseh, où sur 25 joueurs, tu as 24 Russes. Mais j'imagine que ces équipes-là, leur budget doit être différent vu qu'ils doivent accommoder ces personnes-là. Oui. Exemple, New Tech, cette année, New Tecumseh ont pris une année de pause. Okay. Ils ne peuvent pas jouer, ils n'ont pas de joueurs parce que leurs joueurs russes ne peuvent pas venir. C'est qu'ils ont été, il y a Almagouine cette année et New Tech qui ont été obligés de cesser les opérations pour cette année parce que les joueurs européens ne traversaient pas la frontière. Donc, eux, cette année, ne jouent pas. Donc, oui, ça fait une différence. Ça fait une différence sur l'économie locale parce que tous nos joueurs locaux, écoute, on voit les parents toutes les fins de semaine qui sont là de l'Abitibi, qui se prennent une chambre au motel puis qui viennent passer. C'est leur sortie. Au lieu d'aller faire de la motoneige, ils s'en viennent à Ville-Marie pour suivre. Comme hier, on était à Témiscamingue, c'est pas si loin que ça. Mais écoute, il y avait plein de parents qui étaient là, qui se sont déplacés parce qu'ils suivent leurs enfants. Puis pour plusieurs, c'est la fin de leur carrière junior. Okay. Tu sais, nous, c'était comment je dirais bien ça, donc? Un avantage de dire nos joueurs élites partent tout le temps vers l'extérieur. À moins de jouer junior majeur du Québec puis de jouer avec les Foreurs ou les Huskies, nos joueurs allaient jouer dans le junior 3A ailleurs. Là, ça nous a permis de ramener chez nous des La Chapelle, des Belle Rose qui auraient été joués, qui jouaient ailleurs. Donc, ils ont pu finir leur carrière junior au Témiscamingue devant leur famille. C'est avec... Oui, c'est vraiment bien. Là. C'est vraiment un beau projet. Est-ce qu'il y a des informations que j'aurais oublié de poser, des questions? Bien, tu me parlais d'anecdotes tantôt. Qu'est-ce qu'on trouve assez drôle qu'on s'est aperçu, c'est que quand tu amènes des jeunes hommes de 20, 21 ans, 19 ans au Témiscamingue, souvent, bien, c'est à l'âge qu'ils commencent à travailler, qu'ils tombent en amour, qu'ils font des enfants, tout ça. Ouais. C'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de ces joueurs-là, bien, restaient au Témiscamingue ou à Toulmier en Abitibi parce qu'ils se pognaient des blondes ici. Commençaient à travailler pour les entreprises locales, tout ça. C'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont restés,
qui travaillent dans le domaine de la construction au niveau des soudeurs, des gens qui travaillent sur le fly-in, fly-out. On a quand même gardé beaucoup. C'est que ça, c'est vraiment bien. Sinon, ben, on fait découvrir Ville-Marie et le Témiscamingue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus, ils pratiquent le hockey à Montréal puis qui ne venaient pas au Témiscamingue. Là, maintenant, ils viennent. C'est que ça, c'est intéressant. Autre point qu'on n'a pas parlé, c'est les retombées économiques. Ah oui, ben oui. Ça, nous, au niveau de la ville, lorsque j'étais conseiller municipal et ensuite j'ai été maire, un des facteurs qui nous intéressait, bien, tu sais, une ville, c'est les retombées économiques. Et puis, d'emmener une équipe junior, d'emmener 20-25 jeunes, c'est les restaurants, c'est les bars. Je veux pas les jeunes, c'est les bars. C'est tout ce qui est équipement de hockey. Parce que ces jeunes-là ont besoin d'équipement de hockey. C'est toute la nourriture, le gaz, etc. Au niveau de la ville, de Ville-Marie, du Témiscamingue, puis de Témiscamingue avec les Titans, ça a ramené énormément de retombées économiques, puis ça a ramené de la vie dans nos arénas. On prend quand même des heures de glace qu'on paye. Donc, ça a ramené de la vie. Puis, je pense que c'est bon pour le hockey mineur aussi. C'est que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, nous, quantifié, mais on le voit. Les soirs où il y a des matchs, les restaurants, les bars, comme quand il y a un spectacle au Riff, tu vois une différence à Ville-Marie. Tu sais, il y a plus de pas d'ambiance, mais il y a plus de mouvement. Donc, ça fait une bonne différence sur les retombées économiques au Témiscamingue. Et je ne sais pas si ça fonctionne comme les séries de la Ligue nationale, quand les équipes ne vont pas aux séries, dans le fond, c'est fini pour l'année. Oui, exactement. C'est comme ça ici aussi. Nous, écoute, je trouvais ça drôle parce que je négociais un commanditaire dernièrement, puis il me parlait, ouais, mais là, les billets, parce qu'on incluait, je pense, des billets de série ou des billets flex, il me demandait, ouais, mais si vous n'allez pas dans les séries, puis là, ça m'était jamais venu dans la tête qu'on n'irait pas aux séries. Okay. On n'a jamais pas été aux séries. Écoute, on a toujours fini des 3 premières équipes, maximum, tu sais, des 4 premières. Écoute, c'est pour nous, pas aller dans les séries, ça serait inacceptable. Okay. Puis l'autre chose qui est remarquable à Ville-Marie, que jusqu'à temps que je sorte des statistiques, on gagne pratiquement tous nos matchs à Ville-Marie. Okay. Cette année, écoute, sur 13 matchs de jouer, on n'a perdu aucun à Ville-Marie. On perd rarement à domicile parce que un des désavantages qu'on avait qui s'est reviré en avantage pour nous, on a regardé notre aréna dans le temps et on dit « Ah, c'est une vieille aréna » avant qu'elle soit rénovée parce que ça, c'est avant que... Puis on disait « Ouais, mais tu sais, tu vas en Ontario, les gens sont tous sur le même bord, sont des estrades, il y a un passage. Nous, les gens, il n'y a quasiment pas d'estrades, ils sont collés sur la vitre. C'est intimidant de venir jouer à Ville-Marie. Okay. Parce que tu as le monde sur le bord de la bande qui cogne, tu as de l'ambiance, c'est que ça s'est comme reviré en avantage. Puis les jeunes sur la glace aiment ça. Autant les équipes adverses qui trouvent intimidant, mais il y en a qui aiment ça venir jouer à Ville-Marie parce qu'ils disent « Hey, colique, on veut vous battre. » Puis tu sais, donc ça, on perd pas beaucoup à domicile. Okay. On perd plus sur la route. La route, c'est plus compliqué pour nous parce que souvent, il nous manque des joueurs. Mais la Coupe, vous l'avez gagnée sur la route. On l'a gagné sur la route. Écoute, en 4 matchs, ça a été une surprise. On s'attendait d'aller en 7 parce qu'on ne connaissait pas cette équipe-là. On n'avait jamais joué contre eux. Puis on a pogné une grosse équipe qui avait pratiquement pas perdu, puis une grosse équipe physique. Okay. On rencontre souvent des équipes. Nous, le gabarit de nos joueurs est petit comparativement à certaines équipes de la Ligue. Okay. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question génétique des Québécois, je ne sais pas. Mais comparativement à certaines équipes qui sont gros. Mais écoute, on est rapide. Donc, oui, on avait gagné en 4 sur la route. Mais c'est souvent plus difficile parce que tu as des gars, comme je te dis, qui travaillent ces runs. Donc, quand on passe sur la route pour 2 jours, là, il nous manque souvent des joueurs parce qu'on favorise les études. Donc, si le joueur a des tests, tout ça, il ne vient pas. Là, donc, c'est que souvent, il nous manque beaucoup de joueurs sur la route. Donc, c'est plus difficile un peu. Là. Ouais. Et est-ce qu'il y a une partie qu'on aimerait parler des statistiques pour l'équipe? Bien, les statistiques, comme je te disais, on est vraiment fiers parce que quand on regarde ça, je viens de les sortir. Je ne suis pas un gars de statistiques, sauf à regarder nos compteurs qui vont très bien. Là. Mais je te dirais qu'on gagne, depuis le début, on a toujours gagné environ le 2/3 de nos matchs. Tu sais, si je regarde, j'ai été sur un site qui s'appelle Elite Prospect. Puis on a quand même toujours assez bien fait, c'est que je suis quand même satisfait. Nous, on travaille vraiment sur cette saison ici, puis souvent sur la saison prochaine. Okay. Parce que Marc-André travaille, comme il m'expliquait, sur 2 ans. Moi, j'apprends en côtoyant Marc-André parce que je ne suis pas un vrai gars de hockey. Puis il m'expliquait que lui, son plan, c'est toujours sur 2 ans. D'aller chercher des joueurs qui vont être là 2 puis 3 ans. Donc, on monte la relève.
Puis on a vraiment quand même des bonnes stats, des bonnes statistiques. C'est intéressant. C'est encourageant pour la suite. C'est encourageant. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, on va chercher, là on est rendu qu'on a des frères, des joueurs qu'on a déjà eu. Comme cette année, on a les deux Rivières qui jouent ensemble. Le plus vieux et son jeune frère, tu sais, on a de la relève, les jeunes, ça fait quand même 5 ans, comme je te disais. Donc c'est le fun de voir qu'on va chercher des petits gars de l'Abitibi, puis que les autres... Avant ça, on était beaucoup un plan B, C, je te dirais. Parce que quand il y avait le gaillard au niveau du collégial, il y avait... Puis maintenant, on est quand même une équipe qui est honnête, transparente. Donc, les jeunes commencent à venir chez nous, puis voir qu'on est sérieux dans notre démarche, puis qu'on fait du hockey. On se concentre sur le hockey. Donc, c'est intéressant. Et le nom, les Pirates, est-ce qu'il y a un lien avec le lac Témiscamingue? Du tout. Écoute, on a fait un concours. Ça, c'est une autre anecdote. Quand on a parti le club, c'était moi qui étais là avec le promoteur, on cherchait de quoi. Au départ, les Pirates devaient s'appeler les Muskies, à cause des masquinongés que, écoute, il y a supposément dans le lac Témiscamingue, on a fait faire un logo, tout ça. Ensuite, on avait notre CA, tout ça, puis les gens n'aimaient pas le logo. Ils n'aimaient pas le logo, ils n'aimaient pas le nom qui était à consonance un peu anglophone. Moi, je trouvais ça super beau, mais regarde. Donc, on a fait un concours, puis les Pirates ont sorti. Moi, je n'aimais pas ça du tout. Mais là, on m'a expliqué qu'il y avait une historique. Il y avait un club qui s'appelait les Pirates de Ville-Marie dans les années 68, je pense, 70. On a retrouvé des archives là-dessus. Donc, on s'est dit, bien, regarde, on va, ça va faire un petit clin d'œil à l'histoire. Ça parle aux gens parce qu'on a encore des anciens pirates qui sont vivants puis qui sont là. Donc, on a adopté ce nom-là. Et puis, ensuite, on a fait un concours et puis pour faire le logo. C'est Guy Beauchamp qui avait gagné, Guy qui est décédé maintenant, mais qui avait gagné le logo là, qui existe actuellement. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'on s'est enviré de bord, on a changé le logo, on a changé le nom, puis on s'est en allé avec ça. Vers la victoire. Vers la victoire, puis on espère que ça va continuer, mais on travaille fort pour que ça continue. Super. Et est-ce que l'équipe a un cri de ralliement ou une chanson ou quelque chose comme ça? Et ça change à chaque année. Écoute, c'est les joueurs qui décident, premièrement, dans la chambre. Puis je suis impressionné à chaque fois parce qu'à un moment donné, c'est une chanson de Paul Piché qui n'a pas rapport. D'autres fois, c'est Jay Scott. D'autres fois, c'est... Écoute, ça change constamment. On a même eu une chanson qui avait été composée, celle-là était bonne par Guillaume Gonzalez, puis des nouveaux arrivants, des Français, qui avaient composé une chanson sur les Pirates, comme au soccer, qui avaient fait un enregistrement, puis je pense qu'il a fait jouer de temps en temps durant les matchs. Ouais, on avait un noyau, puis on l'a encore, mais moins un petit peu, de Français qui suivent nos matchs. Okay. Donc, c'était intéressant. Bien, puis notre assistant coach, Nicolas Antonov, est un Français. Okay. Donc, il y avait toute cette gang-là, au début, qui se prenait comme dans un match de soccer. On trouvait ça intéressant, cette dynamique-là qui emmenait. Puis dans le temps, on avait aussi 3 ou 4 joueurs français. Donc, c'était intéressant. Super. Ouais. Et moi, je tiens à remercier tous les gens qui vont voir les matchs et les bénévoles qui participent, toute l'équipe, la population. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient remercier? Non, juste dire qu'on a des promotions qui s'en viennent, comme on a un party années 80 qui s'en vient. On a un autobus aussi qui va partir du secteur Est. On essaye ça cette année. Okay. Essayer d'aller chercher nos partisans du secteur Est, c'est quand même éloigné, surtout l'hiver. On va faire ça, on va essayer ça un match, les emmener, parce qu'on sait qu'ils nous suivent, que ce soit à la télé ou qu'ils se déplacent de temps en temps. C'est que là, on a ça qui s'en vient. C'est quelle date? Je me souviens pas exactement, c'est fin novembre. On a aussi... Sur le Facebook, il va y avoir cette information. Oui, il y a l'autre information aussi, ça va être notre premier retrait de chandail de nos joueurs. On a Nicolas Belrose, on va retirer son chandail. Nicolas qui a été un super joueur pour nous. Ça va être la première fois qu'on va lever un chandail au plafond. C'est le 9 décembre, si je ne me trompe pas. Parfait. Oui. Super, bien merci beaucoup d'être passé à TV Témis. Merci Guillaume. Longue vie aux Pirates. Oui, merci, longue vie. Et plein de victoires. Merci beaucoup. Super, merci. Toute l'équipe de TV Témis vous remercie de votre fidélité et vous retrouve la semaine prochaine. C'était Guillaume Internautia et bonsoir.